Nous sommes samedi 9 avril 2022. Voici les titres de ce journal. Burkina Faso, une nouvelle OSC a vu le jour ce 9 avril 2022. Il s'agit de l'association Les Amazones de la Résistance, une association qui entend apporter sa touche à la restauration de la paix au pays des hommes intègres. Il sera également question dans ce 20h du 4e congrès du district 403 A3 du Lions Club International qui s'est tenu ce samedi 9 avril 2022 à Ouagadougou. Au cœur des échanges, bilan des activités du district et aussi élection du gouverneur et des 2 vice-gouverneurs pour le mandat à venir. En Gambie, les citoyens élisent leur prochain parlement et consolident la transition démocratique. La population gambienne a donc voté ce samedi pour choisir ses députés, des élections qui pourraient donner la majorité parlementaire au président Adama Barrow, réélu en décembre pour 5 ans. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous informer. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons ce journal avec une nouvelle organisation de la société civile dénommée les Amazones de la Résistance. Il s'agit d'un mouvement féminin qui se réclame patriote dont l'objectif est de tracer les voies de la résistance dans ce contexte sécuritaire difficile et qui veut également lutter pour la souveraineté des peuples africains. Le lancement du mouvement est intervenu ce 9 avril à Ouagadougou en présence de notre reporter Salmato Zongo et Cheikh Omar Ouedraogo. C'est une conférence de presse qui marque officiellement la naissance du mouvement Les Amazones de la Résistance. Ce mouvement, majoritairement composé d'étudiantes, entend s'investir dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Les Amazones de la Résistance se disent être une organisation non partisane et apolitique et sa création intervient dans un contexte de crise sécuritaire difficile que connaît le Burkina Faso. La naissance des Amazones de la Résistance intervient à un des moments les plus sombres de l'histoire de notre pays. On pourrait même dire, sans risque de se tromper, que c'est la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, d'où sont nées les Amazones de la Résistance. Amazones, parce que nous sommes les héritières de toutes les figures tutélaires féminines connues. Reconnues et anonymes dans les douleurs retenues et les privations, ont surmonté le poids de nombreux présenteurs sociaux qui pesaient sur elles pour tracer les voies de la résistance à nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Ce mouvement féminin s'est fixé plusieurs objectifs tels que la restauration de la liberté pour l'atteinte d'une réelle souveraineté des peuples africains. Et il entend œuvrer aux côtés des hommes pour l'épanouissement véritable de la femme. Des Amazones de la Résistance se veulent une organisation de femmes souverainistes panafricanistes qui vise à mener le combat pour la restauration de la liberté, la dignité des peuples à tous les niveaux aux côtés des hommes. Aux côtés des hommes parce que nous, la femme, ni l'opposé de l'homme, ni son antithèse. Nous pensons d'ailleurs que les hommes, chez nous, sont tout aussi dans le pétrin que les femmes et c'est ensemble que nous pourrons nous en sortir. Les Amazones de la Résistance prévoient dans les prochains jours une immersion dans les différents sites de personnes déplacées internes pour s'imprégner des conditions de vie des femmes. Dans le cadre de sa tournée auprès des communautés religieuses et coutumières, le ministre Issaka Sourouema a rencontré ce vendredi les chefs coutumiers, chefs de terre du Burkina. L'objectif de cette visite, solliciter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. Occasion également pour le ministre des Affaires religieuses de demander l'accompagnement et le soutien de ces chefs coutumiers pour la bonne marche de la mission qui lui a été confiée. Reportage signé Sanata Serré. Le ministre Issaka Sourouema en tête-à-tête avec les chefs des terres du Burkina Faso, présents à cette rencontre. Invocation des ancêtres, eau de bienvenue et place maintenant aux échanges. Des échanges qui ont porté sur les attentes des nouvelles autorités vis-à-vis des chefs coutumiers et leur contribution dans la lutte contre l'insécurité et le retour de la paix au Burkina Faso. Le message essentiel, c'est que aujourd'hui, autant on peut penser on a le droit de penser que les aspects sécuritaires et militaires sont des solutions que l'on peut apporter à la crise que nous vivons, autant il est certain que comme nous sommes tous des croyants, même si nos religions sont différentes, il est important d'implorer en fait l'être suprême auquel nous croyons et par l'intercession des ancêtres pour ce qui est donc des chefs de terre que nous avons rencontrés ici. Donc il est important de pouvoir le faire. Cette rencontre était également l'occasion pour les chefs de terre de soumettre à leur ministre de tutelle leurs préoccupations.
Ces derniers disent être marginalisés car il n'y a pas d'espace réservé pour le culte de la religion traditionnelle. Ils demandent donc à être pris en compte dans le processus de lotissement. Ces chefs demandent également la création d'une journée dédiée à la tradition et la purification de la terre du Burkina Faso avant toute journée de prière. Depuis une certaine année, nous passons tout le temps à faire des prières. Alors, les chefs de terre invoquent les mains des ancêtres et on a toujours dans des difficultés, dans des problèmes. Donc, voilà pourquoi nous, les chefs de terre, nous disons alors qu'il y a un préalable qui doit être levé. Parce que depuis un certain temps, une certaine décennie, alors sous les yeux de beaucoup de chefs d'État, il y a eu beaucoup de sauts, d'atrocités, de tueries, alors de pierreries, alors d'incendies, alors qui ont émaillé et puis essuyé et puis entassé la terre sainte de Burkina Faso. Et nous pensons que en tout cas, c'est l'occasion, comme ils sont venus dans l'esprit de la rénovation du Burkina Faso, alors que nous repartons en arrière pour en tout cas implorer nos manes et les enfants et puis Dieu à ce qu'on puisse conjurer toutes les sorts qui ont entassé le Burkina Faso là, afin maintenant de commencer, de continuer les prières et puis les sacrifices, parce que nous pensons que sans ça, alors nos vœux, nos prières ne seront pas exaucées. Le ministre Sourouema dit avoir pris bonne note de ces doléances et des solutions ont déjà été engagées au niveau des chefs d'État eux-mêmes pour trouver des solutions idoines à ces préoccupations, a-t-il ajouté. Cette rencontre a connu la présence des chefs d'État de Loubritenga, le chef de Dakola, le Baloum Naba représentant Naba Kiba, le représentant du chef de Dédougou et celui du chef des cantons de Bobo Dioulasso. Lancement du 4e congrès du district 403A3 du Lions Club International qui s'est tenu ce samedi 9 avril 2022 à Ouagadougou. Placé sous le thème « Place du district multiple dans le rayonnement de notre ère constitutionnelle », ce congrès se veut être une aubaine pour les Lions du Burkina de faire d'une part le bilan des actions menées au cours de l'année 2021 et d'autre part de tracer de nouvelles feuilles de route. Occasion également pour ces derniers de procéder aux élections du nouveau gouverneur et de ses 2 vice-présidents. Sanata Serré pour le reportage. Les Lions du Burkina Faso ont une fois de plus honoré le grand rendez-vous de l'année. Cette rencontre annuelle du district 403A3 du Lions Club vise à renforcer les liens entre membres de l'association et se veut une rencontre d'échange et de partage d'expériences. C'est l'occasion pour les congressistes de célébrer les bonnes actions en faveur de la communauté et de faire le bilan des actions menées au cours de l'année 2021. En termes de bilan, les Lions du Burkina Faso ont impacté plus de 1 500 000 personnes à travers leurs œuvres caritatives, selon le gouverneur du district. Les Lions du Burkina se sont montrés très engagés. Les Lions du Burkina ont été des bénévoles formidables. Ils ont travaillé et les résultats sont satisfaisants parce que tous les objectifs sont atteints. Que ce soit dans le domaine du service, dans le domaine du leadership et dans le domaine de la croissance des effectifs. Parlant des effectifs, nous avons créé avec les Lions du Burkina 4 nouveaux clubs qui viennent renforcer les clubs existants et ce qui donne un gain net d'effectifs de plus de 85 membres. Voilà ce bilan que je dis satisfaisant, mais vous le savez, nous sommes burkinabés, nous sommes résilients, nous ne tombons jamais dans l'autosatisfaction. Place du district multiple dans le rayonnement de notre ère constitutionnelle, revisitons nos objectifs et les plans d'action pour les atteindre. C'est le thème qui a réuni les Lions et Léos du district 403A3 lors de ce 4e congrès. Un congrès consacré également à l'évaluation des enjeux et perspectives du district. Ce qui sera fait, c'est que nous devons poursuivre l'accroissement de nos effectifs. Plus nous sommes nombreux, plus nous aurons des voix dans les instances de décision. Nous devons poursuivre le renforcement de la compétence de nos leaders lions, de nos officiels lions, et pour qu'ils puissent se manifester comme il se doit et occuper les fonctions de responsabilité au sein de notre ère constitutionnelle. Le district 403A3 du Lions Club compte à ce jour 1651 membres répartis dans 60 clubs. Des clubs regroupés dans 6 régions et 12 zones. Il a attendu à l'issue de ce 4e congrès l'élection du nouveau gouverneur et ses 2 vice-présidents pour un mandat d'1 an.
Initialement annoncé pour le vendredi 8 avril 2022, l'ouverture des boutiques témoins de la SONAGES se fait toujours attendre dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. En tout cas, c'est ce qui ressort du constat de notre reporter Serge Kaboré qui a sillonné les boutiques témoins des quartiers de Zogna, de Paspanga et de Songandé. Voilà donc pour vous son reportage. On va ouvrir d'ici vendredi donc les boutiques témoins. Cette annonce de réouverture pour le vendredi 8 avril des boutiques témoins annoncée par le Premier ministre himself devant les députés de l'Assemblée législative de la transition ALT sera finalement un rendez-vous manqué. En effet, au lendemain de cette date, le constat au sein de quelques boutiques témoins de la capitale prouve à souhait que l'ouverture n'est pas effective. Porte cadenassée et poussiéreuse, intérieur vide, nous sommes ici à la boutique témoin de la SONAGES, sise au quartier Zogona. Pas l'ombre d'un seul agent de vente ou de client, encore moins de traces de livraison de céréales selon le voisinage qui s'est refusé tout commentaire devant la caméra. Autre lieu, même constat à la boutique témoin de la SONAGES, sise au quartier Paspanga. Ici également, la porte cadenassée en image en dit long. Pour plus de certitude, le cap est mis sur le quartier Somgandé. Ici également, il n'y a pas l'ombre d'un agent de vente dans cette boutique témoin et selon des renseignements, la dernière ouverture de cette boutique date de l'ancien régime. Face à la crise alimentaire occasionnée par le déficit céréalier de la campagne agricole 2021-2022, le Premier ministre, au cours de la présentation de la feuille de route de la transition, a annoncé que le gouvernement entend renforcer la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit précisément de procéder à l'approvisionnement des boutiques témoins et au contrôle des prix qui y s'appliquent, la distribution de vivres ou de cash aux ménages cibles affectés par la crise alimentaire et bien d'autres. Pour ce qui est du cas des boutiques témoins, le ministère en charge de l'agriculture, à travers la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES, est interpellé pour l'ouverture et l'approvisionnement effectif de ces boutiques, comme annoncé par le chef du gouvernement Albert Ouedraogo. La ville de Ouagadougou enregistre de plus en plus de passerelles sur certaines voies afin de faciliter la mobilité des piétons à certains endroits clés qui regorgent du monde. Ignorance, paresse ou incivisme, les raisons de la non-utilisation de ces passerelles ou passages de piétons aériens sont diversifiées. Afin de mieux cerner ce sujet et d'apporter des réponses à nos questions, suivons ce reportage de Fatimata Nikema. Quartier Nyoko 2 de la ville de Ouagadougou, du haut de la passerelle qui relie un bout du quartier au marché, nous assistons à cette scène. Des piétons qui tentent bien que mal de traverser les voies dédiées aux véhicules et motocyclistes alors qu'un passage qui leur est consacré s'y trouve. Ignorance, paresse, incivisme ou manque de volonté, les raisons de la non-utilisation des passerelles ou passages de piétons aériens sont diversifiées. Certains piétons ont dit grimper, mais avec le temps, nous constatons qu'au moins 50% des piétons l'empruntent. La majorité de ceux qui empruntent la passerelle sont des enfants à cause de la densité de la circulation. Quant aux adultes, ils préfèrent se débrouiller pour traverser au lieu d'utiliser la passerelle, sinon c'est très important pour nous. Les usagers ne sont pas habitués à ça. Il va falloir les sensibiliser davantage. Il faut penser aussi à nettoyer de temps en temps car c'est sale. Si on injecte des millions là-dedans et que c'est délaissé, ce n'est pas bon. Il faut aussi que la police pense à venir chercher les enfants qui ont élu domicile sur la passerelle car certains y passent la nuit. Pourtant, c'est un passage. Tout ça, c'est pas normal. Donc, tout ça, c'est pas normal. Même s'il ne manque pas de motifs pour éviter ces quelques passerelles dont dispose la capitale burkinabé, certains riverains trouvent que ces passages pour piétons sont d'une grande utilité pour la population. Elles facilitent la mobilité des piétons, qu'ils soient vieux, adultes ou enfants. Le matin, on part me déposer à l'école et à midi, je monte sur les escaliers. Je préfère passer sur la passerelle pour éviter les accidents de la circulation. Avant, nous traversions la voie des véhicules et motocyclistes, ce qui n'est pas chose aisée. Mais avec la passerelle, c'est facile maintenant de passer de l'autre côté de la voie à pied.
Si certains empruntent ces passerelles pour éviter les accidents, d'autres y ont élu domicile. Il s'agit des enfants de la rue ou tout simplement des bambins en quête d'espace de jeu. Il y a moins d'accidents maintenant, mais ceux qui continuent de forcer le passage des véhicules et motocyclistes se font toujours renverser. Il y a des heures, si tu t'amuses pour traverser la voie, tu te feras renverser. Par exemple, de 17h à 18h. Cette voie est un peu large, donc si tu te mets à marcher, on risque de te cogner, donc il faut courir. Les passerelles, ponts ou passages de piétons que nous trouvons à Ouagadougou ont pour but de faciliter le déplacement des piétons d'un trottoir à un autre. Au constat, de la route nationale numéro 3 à celle numéro 4, nous comptons 3 passerelles quasi inutilisées. Une sensibilisation s'impose donc pour une utilisation efficiente de ces infrastructures. Ce 9 avril a eu lieu le lancement de la 17e édition de la journée de partage et d'appui à la scolarisation initiée par l'association Dalobé qui œuvre depuis 2005 pour la scolarisation et l'épanouissement en milieu scolaire. Pour cette édition, c'est l'école primaire du village de Tandvi, Nakamtenga, qui a accueilli les activités. L'association a offert des kits scolaires à des élèves et un repas communautaire afin de galvaniser les élèves et faciliter leur apprentissage. C'est un reportage signé Abdul Rahim Nyenye. Pour un épanouissement scolaire en temps d'insécurité, lutte contre la déscolarisation. C'est autour de ces thèmes que s'est tenue la 17e édition de la journée de partage et d'appui à la scolarisation de l'association Dalobé. Une journée au cours de laquelle des kits scolaires et un repas communautaire ont été offerts à près de 800 élèves de l'école primaire de Tanvi Nakamtenga dans la commune de Koubri. L'objectif étant d'encourager la scolarisation des enfants, surtout les filles, et soutenir les élèves à poursuivre les études dans de meilleures conditions. L'association Dalobé, c'est N'hésitez pas, et nous faisons la promotion de l'entraide entre Burkinabés. Et nous voulons en tout cas que nous cultivons cette entraide entre nous en présence de partage avec les élèves qui sont l'avenir du pays. Vous savez tous que notre pays traverse une situation très difficile actuellement et malgré ça nous poursuivons à pérenniser cette activité. Et nous pensons que bientôt ça fera les 20 ans. Et parce que nous avons déjà beaucoup posé des jalons et nous pensons qu'en tout cas nous allons encore pérenniser ces activités dans les années à venir. Un geste de solidarité salué par les élèves et le corps enseignant de la dite école. Pour son directeur général, cette action de l'association Dalobé doit stimuler d'autres acteurs à soutenir les élèves qui sont dans les besoins afin de leur garantir une éducation de qualité. L'association Dalobé, son geste est la bienvenue dans notre école. Ce n'est pas notre école qui sera peut-être la dernière école, parce qu'elle œuvre beaucoup, cette association-là, pour le bien-être des élèves à travers le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, c'est la chance pour les écoles de Tanvi Nakamtenga d'accueillir cette association-là en son sein. Nous les remercions beaucoup pour tout ce qu'ils font, la promotion de la cohésion sociale, le sens du partage envers les élèves et aussi la symbiose. Les élèves ont profité de l'occasion pour soumettre leurs doléances à l'association Dalobé qui fait de l'épanouissement scolaire son cheval de bataille. Il s'agit de la réhabilitation et de l'éclairage des salles de classe et la réalisation de forages au sein de l'école. Hors de chez nous à présent, elle était connue pour ses nombreuses usines emblématiques telles que l'huilerie cotonnière du Mali qui est en arrêt depuis un bon moment. Vous l'aurez compris, direction la ville de Koulikoro située à une 60aine de kilomètres à l'est de Bamako. Aujourd'hui, l'activité principale des habitants de cette ville est l'extraction du sable et des graviers dans le fleuve Djoliba. Cette exploitation intensive n'est pas sans conséquences sur les berges du fleuve du Niger, l'un des 2 fleuves qui arrosent le Mali. Dans la ville de Koulikoro, des associations ont donc vu le jour en vue de lutter contre cette exploitation anarchique. Entre les besoins économiques et les nécessités environnementales, les habitants de Koulikoro sont dans un dilemme. Reportage de notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. Koulikoro, une ville ouvrière située à une 60aine de kilomètres à l'est de la capitale malienne. Connue auparavant
pour ses usines Icoma, Grand Moulin du Mali ou encore pour sa compagnie de navigation fluviale Comanave, Koulikoro est devenu aujourd'hui la plaque tournante de l'exploitation du sable et des graviers du pays. Une activité très économique qui occupe désormais les habitants de la ville. Il y a la population qui va s'enrichir avec du sable. Ça, c'est très important pour l'économie de cette ville-là. Ça va beaucoup soulager les habitants de cette région, la région de Koulikoro. Mais l'extraction intensive du sable et des graviers inquiète de plus en plus des associations de défense de l'environnement de la région. Elles craignent l'érosion des berges du fleuve qui occasionneront inéluctablement des inondations dans la ville, mais aussi la pollution des eaux. Un danger pour les ressources halieutiques du fleuve. Je peux même dire que l'eau du fleuve est très très polluée aujourd'hui. Vous voyez, de l'autre côté, tout le monde vient déverser les déchets toxiques aux berges. Maintenant, pendant la crue de l'eau va encore ramener tout ceci qui va vraiment polir l'eau. En contrepartie, les poissons vont prendre leur part et au retour, nous allons consommer ces poissons-là qui vont vraiment nous tuer à petit feu, un à un. Alors que les défenseurs de l'environnement s'inquiètent des conséquences écologiques graves pour le fleuve, l'association des femmes exploitantes du sable et des graviers de Koulikoro se soucie, elle, de la santé de ses membres. Ce que je souhaite, Adam, est qu'on puisse nous aider. Parce que beaucoup de femmes exploitent le sable et les graviers pour nourrir leur famille. Mais je souhaite qu'elles cessent ce travail, car c'est très risqué pour elles. Elles sont toutes infectées par des maladies. Nous demandons de l'aide pour qu'elles sortent de l'eau pour pouvoir travailler ailleurs. Sinon, elles seront toutes malades. Entre la sauvegarde de l'environnement et subsistance économique des ménages vivant de l'exploitation du sable et des graviers, la ville de Koulikoro fait face à un dilemme auquel elle doit pourtant répondre. 5 mois après l'élection présidentielle et la victoire d'Adama Barrow pour un second mandat, les Gambiens étaient appelés aux urnes ce samedi 9 avril pour élire les 53 députés qui constitueront la nouvelle Assemblée nationale. Ce scrutin fait office de test pour le président et son tout nouveau parti, le Parti national du peuple, un parti qui, je vous le rappelle, a été créé il y a 2 ans de cela et qui présente 40 candidats sur la liste électorale. Reportage. Tenue des élections législatives en Gambie. Organisées en un seul tour, elles permettent aux électeurs de choisir les 53 parlementaires qui siégeront à l'Assemblée nationale, tandis qu'Adama Barrow en désignera 5 autres, dont leur président. Ce sont les personnes qui vont nous représenter au Parlement. Ils sont là pour nous. Tout ce qu'on imagine, on doit le faire avec eux et leur dire que c'est ce que l'on souhaite. On les place là afin qu'ils puissent nous représenter. Le vote d'une nouvelle constitution sera la principale tâche des législateurs élus. Le changement constitutionnel avait été promis dès l'arrivée au pouvoir de Barrow, mais en 2020, la majorité a rejeté un texte limitant le président à 2 mandats. On a besoin de changements parce que la façon dont la Gambie évolue n'est pas du tout prometteuse. On a donc besoin d'un changement en profondeur de la composition de l'Assemblée. Pour que la Constitution puisse être modifiée, on a besoin d'un nouveau projet de Constitution parce que le projet de 1997 est le pire qui soit. Le pays ne peut pas changer sans loi. En Gambie, on est bon pour faire des lois, mais le problème est de les appliquer. Nous savons que toutes les lois sont prêtes, mais elles sont juste posées là et ils ne les appliquent pas. 5 mois après l'élection présidentielle donnant un second mandat à Adama Barrow, ce scrutin fera office de test pour le président et son tout jeune parti, créé après l'éclatement de la coalition qu'il avait porté au pouvoir. Les résultats sont attendus dimanche. Le président de la RDC a signé à Nairobi le traité d'adhésion de son pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. Cela s'est fait en présence de ses homologues Uhuru Kenyatta du Kenya, par ailleurs président en exercice de l'organisation, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Une adhésion officielle actée depuis mardi dernier et qui transforme donc l'institution régionale en la plus grande zone de libre-échange du continent. Suivons ce reportage.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a signé ce jeudi le traité d'adhésion au bloc d'Afrique de l'Est. L'adhésion qui avait déjà été actée mardi dernier par le président en exercice de l'EAC, le chef d'État kényan Uhuru Kenyatta, transforme l'institution régionale en un immense marché commun estimé à 250 milliards de dollars. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. L'adhésion de la RDC en tant que membre de la communauté d'Afrique de l'Est élèvera encore plus ses acquis. Et plus important encore, elle renforcera notre force économique et notre compétitivité sur le continent et au niveau mondial. La RDC ajoutera à cette sous-région près de 90 millions de consommateurs potentiels, élargissant davantage la zone de libre-échange qui s'étend désormais de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Outre la signature du traité, Félix Tshisekedi doit également signer un protocole d'accord de coopération avec le Kenya, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et puis cette pensée avant de nous quitter, vous ne savez peut-être pas si vous atteindrez vos objectifs, mais ce qui est sûr, ne laissez rien ni personne vous enlever l'espoir de croire qu'un jour vous y arriverez. Vivre avec l'espoir est une vie qui en vaut bien d'autres. Persévérez toujours dans ce que vous faites car seul le travail paye. Voilà qui met fin à ce dernier 20h de la semaine. Merci de toujours rester fidèle à l'ensemble des programmes de votre télé interactive et à la semaine prochaine pour de nouvelles informations.